On réagit à une vidéo YouTube d'un ostéopathe créateur de contenu en France qui explore certains enjeux avec les manipulations du cou. Oh shit. Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Avant de commencer, pour tous mes auditeurs au Canada, réalisez que les manipulations ou les ajustements sont un acte réservé par les docteurs en chiropratique au Canada ou encore certains physiothérapeutes ayant reçu une accréditation supplémentaire à leur formation de base. Et un ostéopathe pratiquant ici ne pourrait pas se permettre de vous faire craquer le dos, le cou ou toute autre articulation sans faire de la pratique illégale de la chiropratique. You got it, dude. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie ou la santé en général. Aujourd'hui, je voudrais parler des manipulations qui font craquer chez l'ostéopathe. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi les ostéopathes font craquer parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo et je mets le lien juste au-dessus. J'ai fait un sondage sur Instagram et 98% des gens qui ont été sondés, c'est-à-dire à peu près 350 personnes, me disent que, a priori, ils pensent que les gens ont peur de l'ostéopathie à cause des manipulations vertébrales. Il est important de sensibiliser la population sur le fait que les docteurs en chiropratique au Canada n'utilisent pas que des manipulations pour traiter le cou ou le dos et que c'est tout à fait normal pour certaines personnes de ressentir une peur ou des inquiétudes vis-à-vis ces manipulations-là. Et l'essentiel, c'est de toujours respecter vos valeurs thérapeutiques dans une consultation. Alors je vais commencer par 3 certitudes scientifiques, tout simplement parce que on me reproche parfois de ne pas être assez rigoureux dans mes propos et de ne pas citer mes sources, donc les références vers les liens que je vais citer sont dans la description de la vidéo, et puis comme ça fera un petit peu les pieds aux gens qui me reprochent de ne pas être assez rigoureux. Et puis je voudrais aussi vous montrer que si on prend des articles scientifiques, c'est assez facile de se planquer derrière les articles scientifiques pour confirmer ce qu'on pense déjà. Et oui, lorsque l'éducation n'est pas adéquate, il est facilement possible de consulter des études sans connaître leur niveau de crédibilité et de les utiliser maladroitement pour confirmer ses propres croyances. Cependant, avec un consensus scientifique, en regardant objectivement les éléments qui ressortent à travers plusieurs études de haut niveau sur un sujet en particulier, est nécessaire pour prendre des décisions de santé éclairées avec nos patients et patientes. La première chose, c'est qu'il n'y a aucun lien entre manipulation cervicale et accident vasculaire cérébral. Tout simplement parce qu'un accident vasculaire cérébral n'est pas prévisible. On connaît les facteurs de risque qui ne sont pas des liens de cause à effet, ce sont des facteurs de risque, et les manipulations vertébrales, donc les manipulations cervicales en l'occurrence, n'en font pas partie. Et c'est tout à fait exact. Les seuls facteurs qui peuvent influencer le développement d'un AVC, ce sont l'âge, les facteurs génétiques et les habitudes de vie. Cependant, il est possible qu'un AVC survienne incidentellement à la suite d'une consultation, lors de laquelle il pourrait y avoir eu un manquement d'évaluation avant traitement, ce qui aurait pu mettre en évidence des signes avant-coureurs d'un AVC et motiver un appel rapide au service d'urgence. J'en dis pas plus, mais si vous êtes intéressé, le documentaire va arriver d'ici la fin de la vidéo ou directement dans la description. À propos des problèmes artériels, on imagine aussi que les manipulations cervicales hautes peuvent faire une dissection de l'artère vertébrale. Alors oui, l'artère vertébrale est comprimée et son flux diminue en extension et en rotation en même temps, mais il est prouvé également par la science que la force d'une manipulation n'est pas suffisante pour entraîner la dissection d'une artère. Ça, c'est pas suffisant. Effectivement, si les manipulations sont faites spécifiquement pour restaurer la mobilité qui aurait été perdue par une douleur au cou, que ce soit avec une irritation facétaire, un pseudo-torticolis, un torticolis ou encore des entorses mineures, les manœuvres d'ajustement ou les manipulations vont respecter les limites physiologiques de votre cou. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on doit systématiquement manipuler votre cou à chaque consultation. Les évidences sont claires, il n'y aurait pas de justification de manipuler un cou qui serait asymptomatique ou sans perte de mouvement. Deuxièmement, le traitement médical de prédilection pour les cervicalgies et les lombalgies, puisque c'est de ça qu'on parle, c'est généralement en repos et anti-inflammatoire. Alors il est prouvé scientifiquement que c'est l'activité physique et le mouvement qui est le meilleur des traitements pour la cervicalgie et la lombalgie. Donc repos, on oublie. Effectivement, nos directives canadiennes sont très claires dans le fait de ne pas recommander des anti-inflammatoires avec une douleur au cou et au dos et qu'il est préférable de privilégier une prise en charge patient avec de l'information, des conseils, des exercices pour maintenir l'autonomie à la maison. Mais aussi, il convient de combiner des approches manuelles ou d'autres types de modalités qui vont respecter les valeurs thérapeutiques des patients pour maximiser nos outcomes cliniques. Finalement, pour revenir aux anti-inflammatoires, c'est généralement en repos et
et anti-inflammatoire. Mon opinion personnelle sur ce sujet, c'est qu'il est important de ne pas interférer avec la douleur durant le jour. Si votre cerveau prend le soin de vous avertir que quelque chose n'est pas bien toléré, il faut le respecter. Cependant, il pourrait être intéressant d'utiliser cette option ou une autre option, tant et aussi longtemps que ça respecte votre profil de santé pharmacologique, parler à votre médecin pour vous aider à mieux dormir, en favorisant un sommeil réparateur afin d'éviter que certaines positions ou mouvements involontaires dans la nuit ne dérangent votre sommeil réparateur. Et ensuite, les anti-inflammatoires, pour le coup, ça c'est prouvé, il y a un risque de 3 pour 1000 d'avoir un accident vasculaire. Pour cette statistique, j'en ai aucune idée, mais si le sujet vous intéresse, venez me l'écrire dans la section commentaires de la capsule YouTube. Troisièmement, en dehors des contre-indications que je vais citer juste après, il est totalement inutile d'aller passer des examens radiologiques avant de se faire manipuler cervical. Tout ce que je viens de dire, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. C'est important de comprendre que la majorité des épisodes de douleur au cou et au dos sont non spécifiques. Non spécifique veut dire qu'il n'y a aucune composante anatomique de blessé et aucune maladie sous-jacente cachée qui pourrait influencer votre perception de douleur. Par conséquent, les méthodes d'imagerie médicale ou de routine ne sont absolument pas recommandées. Elles doivent être uniquement subséquentes à une évaluation appropriée pour répondre à des questionnements cliniques et ainsi écarter ou confirmer des diagnostics différentiels. S'amuser à trouver des réponses aux questions qu'on ne s'est jamais posées ou pour essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin clinique, ce n'est jamais la solution. Maintenant que je me suis bien dédouané avec des données pointues scientifiques, avec des chiffres, où je me suis bien caché derrière la science, je vais pouvoir vous dire ce que je pense moi, et peut-être que c'est aussi intéressant que ce que la science dit. J'ai aucune idée pourquoi cet ostéopathe réagit avec autant d'émotion à chaque fois qu'on parle d'évidence scientifique. Parce que pour ma part, c'est la seule façon d'évoluer progressivement une profession dans le but de mieux servir nos patients et patientes. Si un ostéopathe choisit de manipuler une articulation, c'est pas parce que ça l'amuse. C'est soit parce qu'il est très à l'aise avec ses techniques, soit parce que c'est la seule solution pour redonner du mouvement à l'articulation. Malheureusement, c'est très maladroit comme façon de penser, spécifiquement pour cette section-là. Si un ostéopathe choisit de manipuler une articulation, c'est pas parce que ça l'amuse. Ça, c'est difficile à évaluer parce que en France, l'ostéopathe est généralement la profession qui manipule. Et au Canada, ça serait impossible sans faire de la pratique illégale de la chiropratique. En France comme au Canada, leur éducation dans des écoles privées n'assurant aucun standard d'évaluation ou d'éducation leur dirait que les lésions ostéopathiques sont facilement palpables en bougeant le cou. Cependant, les lésions ostéopathiques sont extrêmement subjectives et vont varier drastiquement d'un ostéopathe à l'autre. Malheureusement, dans la palpation maladroite d'un ostéo, qui pour lui serait vraiment important, scientifiquement, reviendrait à s'amuser à trouver des choses qui n'existent pas vraiment. C'est soit parce qu'il est très à l'aise avec ses techniques. Malheureusement, le niveau de compétence à performer une manipulation ne devrait en aucun cas être une justification de les utiliser. Ce n'est pas parce que c'est facile de manipuler votre cou qu'on devrait le faire. Soit parce que c'est la seule solution pour redonner du mouvement à l'articulation. Les manipulations du cou sera uniquement la seule alternative quand l'éducation n'est pas adéquate. En aucun cas, la manipulation du cou est la seule option. Les études continuent de pointer dans la direction qu'il n'y aurait pas de technique manuelle meilleure qu'une autre, et que les manipulations du haut du dos seraient tout aussi efficaces pour aider des problématiques dans votre cou, ainsi que des mobilisations articulaires ou le travail des tissus mous. De plus, si le patient ne veut pas se faire manipuler le cou, il serait extrêmement non professionnel de lui forcer une manipulation en justifiant maladroitement que c'est la seule option. C'est son boulot de redonner du mouvement. Un blocage n'arrive pas comme ça, par hasard. Le blocage est dans le schéma dysfonctionnel du patient. Il a un rôle, le blocage, qui entraîne des symptômes. Donc c'est son boulot à l'ostéopathe de redonner du mouvement. C'est son boulot de manipuler les articulations. D'ailleurs, il y a énormément de kinésithérapeutes qui utilisent des techniques ostéopathiques. En France, c'est important de comprendre que ce ne sont pas des techniques ostéopathiques. Qui utilisent des techniques ostéopathiques. C'est simplement des techniques manuelles qui n'appartiennent à personne, mais sur lesquelles on a superposé des croyances pseudo-scientifiques. Qui utilisent des techniques ostéopathiques. Que ce soit un kiné, un ostéo, un chiropracteur ou un éthiopathe en France, ces thérapeutes-là peuvent toutes mettre les manipulations dans leur boîte d'outils cliniques. Alors évidemment, la manipulation, c'est pas le
traitement de prédilection. C'est pas le seul truc qu'il faut faire pour solutionner tout le problème. C'est une petite pierre à l'édifice de plein de techniques et de plein d'approches qui, toutes mises ensemble, permettent de soulager les symptômes. Je suis extrêmement content de l'entendre dire ça. Cependant, c'est pas ce qu'il nous a dit il y a quelques minutes. Soit parce que c'est la seule solution pour redonner du mouvement à l'articulation. Les ostéopathes ne passent pas 5 ans d'études à se tourner les pouces comme ça et à regarder les mouches qui volent. N'oubliez jamais que la formation en ostéopathie en Europe et en France est enseignée dans des écoles privées, Les ostéopathes ne passent pas 5 ans d'études n'assurant aucun standard d'éducation ou l'élimination des pseudo-croyances qui sont les fondements mêmes de l'ostéopathie. à se tourner les pouces comme ça. De plus, à ce jour, il n'existe aucune formation universitaire ou d'ordre professionnel pour assurer la sécurité du public, Et à regarder les mouches qui volent. mais aussi pour offrir une homogénéité avec toutes les membres vers une pratique EBP basée sur les meilleures évidences scientifiques du moment. Les ostéopathes ne passent pas 5 ans d'études Par conséquent, que la formation soit 3 ans, 5 ans ou 10 ans, c'est pas un gage de compétence. Avant toute chose, avant tout apprentissage de technique, les ostéopathes apprennent à être prudents. C'est la raison pour laquelle on pose 1000 questions avant de faire le bilan et avant de faire des manipulations. Les contre-indications aux manipulations vertébrales sont les suivantes. 1. S'il y a eu un traumatisme. Au Canada et en Europe, un ostéopathe devrait être en aucun cas votre première personne quand il est question d'événements traumatiques. C'est important d'avoir des professionnels de santé qualifiés pour recevoir une évaluation, un diagnostic et des traitements appropriés. En France, ça va être le kiné et au Canada, ça va être le docteur en chiropratique ou le physiothérapeute. Cependant, les manipulations ne seraient pas nécessairement une contre-indication. Ça va dépendre du diagnostic et c'est du cas par cas. Mais comme un ostéo au Canada ne pourrait pas faire de diagnostic ou d'évaluation, il serait préférable de les éviter. 2. S'il y a eu une intervention chirurgicale. Ça, malheureusement, c'est très large. Si c'est une injection de cortisone après un délai typique recommandé, il n'y aurait aucune contre-indication de venir faire des manipulations dans le cou tant qu'il n'y a pas d'autres conditions sous-jacentes qui seraient une autre contre-indication. Si c'est une chirurgie plus importante avec des remplacements articulaires ou des fusions multi-étagées, effectivement, ça ne serait pas recommandé, mais de toute façon, quand les patients sont rendus au point où on s'en va vers la chirurgie, il serait incohérent cliniquement de revenir en arrière avec des traitements conservateurs. S'il y a un processus de fragilisation des os, par exemple l'ostéoporose. Effectivement, une personne avec de l'ostéoporose ou des historiques de fracture de compression de la colonne vertébrale serait une contre-indication aux manipulations du cou, mais aussi du dos. S'il y a un processus de compression nerveuse avérée symptomatique. Oui et non, parce que dépendamment de la région du monde, une douleur au cou et au dos pourrait maladroitement être associée avec de l'arthrose ou une hernie, sans être réellement la source de la douleur. Cependant, si un patient a des déficits neurologiques importants comme la perte de force, de réflexe ou de sensation, et que ces symptômes seraient confirmés à l'IRM avec une lésion discale, suivant un consentement éclairé, les manipulations du cou pourraient être la première étape pour gérer la douleur. Parce que n'oubliez jamais que les patients doivent toujours commencer par des options conservatrices. Au Canada, Québec, c'est le docteur en chiropratique ou le physiothérapeute, et en France, ça va être le kiné. Et si jamais ça ne fonctionne pas après quelques mois, là, on peut monter dans l'échelle des traitements pour aller vers quelque chose de plus invasif. Mais il faut permettre de commencer avec des approches conservatrices, tant et aussi longtemps que les manœuvres puissent être faites dans la zone confort-inconfort sans causer de douleur. 5. S'il y a un processus de pathologie artérielle. 6. S'il y a une suspicion de tumeur ou une suspicion de cancer ou un cancer avéré. Et 7. Si le positionnement de l'articulation fait mal. La majorité des douleurs au cou, que ce soit une irritation facétaire, un pseudo-torticolis, un torticolis ou des entorses mineures, vont apporter des inconforts ou des douleurs avec certains positionnements du cou. Et ça ne serait pas une contre-indication aux manipulations. Si vous avez des questions, des suggestions, écrivez-moi ça dans la section commentaires YouTube, parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.